Pour commencer, présenter toutes mes condoléances aux familles qui ont eu ce malheur, puisque, comme vous dites, dans une semaine, il y a eu 3 viols, dont 2 ont été suivis de mort. Donc je pense que c'est inacceptable dans un état de droit, d'une part, et ensuite on note qu'il y a de plus en plus la recrudescence de ce fléau social. Moi j'appelle ça un fléau social, parce qu'on ne se rend pas compte des conséquences qui sont désastreuses. Déjà quand on perd sa vie, c'est très dur pour les parents, puisque vous n'êtes plus là pour en témoigner, et les conséquences psychotraumatiques qui continuent à animer ces personnes qui ont été victimes de viols. Je crois que c'est dû un peu à la place qu'on donne à la femme dans la société. Il faut se dire les choses, malgré tous les efforts qui sont faits, malgré tout l'arsenal juridique qu'on a, aussi bien au niveau national, au niveau régional qu'international. Il faut se dire que la femme a toujours une place, disons, d'infériorité, il faut se dire la vérité, au niveau de la société. Donc ce qui fait qu'elle est sujette à beaucoup de violences, elle est sujette à beaucoup de discrimination, et je pense qu'il est temps qu'on puisse faire changer les choses. Je suis consciente du fait que la société civile a fait beaucoup du point de vue plaidoyer, les associations de défense des droits humains, parce que les droits des femmes, ce n'est rien d'autre que des droits humains, des droits inhérents à la personne humaine. Ce sont des droits universels. Et je pense qu'il est temps que vraiment on fasse le nécessaire dans la mesure où, comme je l'ai dit, notre pays, beaucoup de pays, et je prépare particulièrement le cas du Sénégal, a ratifié pratiquement sans réserve toutes les conventions internationales, régionales. Donc il n'est que temps de les mettre en application pour qu'il y ait effectivement une harmonisation avec nos législations nationales et ces conventions-là. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que nous avons tous ces arsenals juridiques que, encore faut-il appliquer les textes, mais il faudrait aussi une volonté politique pour que justement la situation de la femme puisse changer au Sénégal. Vous savez, la volonté politique, elle ne doit pas consister seulement à dire oui, nous voulons le changement, mais ça se disons, manifeste par des actes concrets. Bon, on nous parle de la loi sur la parité, c'est vrai, tout le monde a salué, tout le monde a appliqué. Je donne cet exemple-là de la loi sur la parité, mais qu'en est-il actuellement de cette loi sur la parité? Nous avons eu des problèmes lors des locales où la loi a été violée. Nous avons fait des recours, nous sommes allés pour Kaolack par exemple, jusqu'à la plus haute autorité, mais qu'est-ce qui s'est, enfin c'est-à-dire jusqu'à la plus haute cour, c'est-à-dire la Cour suprême, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a donné raison aux femmes en disant que le bureau de Kaolack pouvait être changé, mais à ce jour, il n'y a pas eu de changement. Mais vous savez, nous avons fait les plaidoyers, mais dès l'instant où le viol est réprimé par la loi, vous avez le viol qui est réprimé par la loi. Vous avez les articles 320, avec la réforme qu'il y avait eu en 1999. Vous avez l'article 420 qui définit le viol, qui le réprime et qui prévoit une peine de 5 à 10 ans. Vous avez l'article 321 qui parle des circonstances aggravantes dans plusieurs cas. Je donne comme exemple le cas pour un enfant mineur de 13 ans, pour une femme qui est en état de grossesse, en cas d'inceste, en cas de viol par un ascendant, et les viols de personnes en situation de handicap, c'est aggravé et la peine qui doit être, disons, prononcée est le maximum de la peine. Ça veut dire 10 ans. Et vous avez cet article 322 du Code pénal qui vous dit qu'il ne peut y avoir de sursis à exécution dans les cas de l'article 320-321. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de peine avec sursis. Alors quand on dit compréhension du viol, mais viol c'est une infraction à la loi pénale. Il n'y a pas de consentement, on se permet de violer quelqu'un, d'avoir des relations sexuelles avec elle, contre sa volonté. Je ne sais pas ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est quand même très clair. Et les textes sont là. Le problème fondamental qui se pose, c'est que les sanctions qui sont appliquées et les peines qui sont prononcées ne sont pas dissuasives. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des progrès quand même qui ont été faits, parce qu'on a eu des sensibilisations qui ont été faites par les associations féminines notamment, et les associations, pour être objectives, de défense des droits humains. Mais
quand on fait une analyse des décisions de justice, je suis magistrate, je me rends compte qu'il y a beaucoup de violations des textes à ce niveau-là. Parce que quelquefois, des peines de 6 mois, et puis on peut le prouver, de 6 mois avec sursis ont été prononcées, des peines de 3 ans, 2 ans pour des viols avec circonstances aggravantes ont été prononcées. Donc je pense qu'il est important de changer cette mentalité et cette attitude qui ont tendance à banaliser ce viol. Dans certains pays, c'est un crime. Ici, ce n'est qu'un délit. Et je pense que vu cette recrudescence qu'il y a, vu les dommages collatéraux qui sont occasionnés après un viol, je pense qu'il serait bon de penser à la criminalisation de ce viol. Vous savez, entre avoir une peine de 2 ans, quelquefois même 6 mois avec sursis, c'est grave. Alors que si on vous condamne à 10 ans d'emprisonnement en respectant les textes en cas de circonstances aggravantes, 5 ans au minimum, pendant 5 ans, vous êtes enfermé. Et peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de refaire ça souvent. Et peut-être aussi que ça pourrait permettre de réfléchir à 2 fois avant d'y aller. On pense souvent beaucoup plus au violeur qu'à la victime. Ah oui, parce que vous savez, on pense aux violeurs, quelquefois, vous savez, la peine est quand même, c'est lourd, c'est important, alors que quelqu'un qui a été violé, c'est parce que peut-être, moi j'ai beaucoup travaillé sur ça, mais vous ne pouvez pas imaginer les conséquences psychiques, psychotraumatiques qu'il y a après. Vous avez des filles qui se suicident, vous en avez qui sont dans la débauche, vous en avez qui après se prostituent. Vous en avez qui, surtout quand il s'agit d'un inceste, parce que ça existe, il ne faut pas se voiler la face. Et vous avez des filles qui ne peuvent pas comprendre, et qui sont là, et qui sont quelquefois, parce que quelquefois il y a des grossesses qui suivent ça, qui sont occasionnées par des viols. Et qu'est-ce qui se passe? Elles sont obligées de garder parfois les enfants. Sinon, si elles le tuent, elles sont poursuivis pour infanticide. Alors c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on est en train les associations féminines, la GIS dont je fais partie, est en train de travailler pour qu'on accepte ce qui est prévu dans le protocole de Maputo, qui est un protocole additionnel à la charte africaine, et je pèse sur le mot africaine, des droits de l'homme et des peuples, donc pour la femme africaine, pour les femmes africaines plutôt. Et donc, je crois que si le protocole qui a été fait par les États africains, dans un milieu africain, pour la femme africaine, vous dit que le protocole, l'avortement médicalisé doit être autorisé en cas de viol, en cas d'inceste, en cas lorsque cela met la vie de la femme, de la mère en danger, et du fœtus aussi, que l'avortement médicalisé doit être autorisé. Et cela a été ratifié par notre État. Nous, ce qu'on demande pour le moment, c'est l'avortement médicalisé. L'avortement médicalisé dans la mesure où... Et ce n'est pas simplement dire, c'est sur certaines conditions. C'est-à-dire il faut qu'il y ait plusieurs médecins qui disent qu'il faut effectivement faire un avortement médicalisé pour les raisons que nous avons demandées. On n'en est pas encore à ce problème d'avortement. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui et qui pose beaucoup de problèmes. Vous savez, nous sommes africaines, nous avons notre conception. Et quand on fait du féminisme, je dis toujours, nous faisons du féminisme, mais cela ne veut pas dire que nous faisons du mimétisme. Nous le faisons, mais en tenant compte de nos réalités socioculturelles. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous réfléchissons. Nous luttons pour ça, mais nous pensons que cette approche aussi doit tenir compte de certaines réalités socio-culturelles et que nous devons, dans notre démarche, tenir compte de cela. Nous avons nos réalités socio-culturelles, nous avons nos problèmes, mais par rapport aux droits humains, moi je pense que nous devons être intransigeantes et demander ce qui nous revient. Parce que on ne peut pas nous sortir de cette catégorie-là. Par rapport au nombre de femmes qui ont subi ces violences par d'autres femmes, je pense qu'il n'y a pas photo par rapport à cette violence qui est exercée par les hommes. Il ne faut pas le nier, ça existe, mais ce n'est pas comparable. Je dis quand ce n'est pas comparable, c'est par rapport aux chiffres.
Ce n'est pas par rapport, disons, à cette violence. Toute violence est à proscrire, toute violence est à condamner. Hein, et je pense que aussi bien on doit condamner ces violences-là qui sont faites aux femmes par d'autres femmes que les violences qui sont faites par les hommes et sur les femmes. Et vous savez, les femmes, les violences, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Et elles se manifestent de plusieurs façons, qu'elles soient au niveau de la famille, qu'elles soient au niveau professionnel, qu'elles soient au niveau de la société. La violence qui est faite aux femmes, elle est là. Hein, vous voyez souvent, et je vous dis, c'est un peu dû au rôle qui est dévolu à la femme dans la société, aux femmes dans la société. Hein, où jusqu'à présent, quand même, il y a de nombreuses discriminations, il y a de nombreuses... les mentalités n'évoluent pas tellement et on a toujours tendance à dire qu'une femme, elle doit rester chez elle à s'occuper de son mari et de ses enfants. Je pense que, et vous voyez, votre réaction est tout à fait singulière, hein, de l'homme qui tout de suite réagit, s'occuper tout de suite de son mari. C'est très clair. Hein, donc c'est une fonction. Mais vous savez... je crois que les femmes ne refusent pas ce rôle-là, hein, de s'occuper de leur famille, c'est d'ailleurs ce qu'elles font tout le temps, mais elles ne veulent pas être cantonnées uniquement à ça. Les choses évoluent, hein, la femme travaille à l'heure actuelle, le mari travaille, hein, elles occupent des fonctions de responsabilité de plus en plus, même si elles ne sont pas encore très nombreuses à être admises dans les instances décisionnelles, mais elles sont là. Elles sont là, il y en a beaucoup qui pourraient le faire, mais le problème qui se pose, c'est que non seulement elles travaillent du point de vue professionnel, mais elles travaillent à la maison. Et le travail de la maison, vous savez très bien que ce n'est pas une petite chose et ce n'est pas rémunéré. Première personne, vous savez, il y en a eu tellement, il y a eu des condamnations malheureusement qui n'étaient pas à la hauteur. La peine n'était pas à la hauteur des faits qui avaient été commis, mais il y en a eu beaucoup. Je peux pas. On est en train de faire justement une étude un peu sur ça, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est-à-dire que le problème qui se pose aussi, c'est que peut-être que de plus en plus dans notre société actuelle, les gens parlent. On le sait, hein, les gens sont au courant, même si entre ce qui est connu, il y a un gap avec ce qui n'est pas connu parce que les gens n'en parlent pas. Vous savez, il y a beaucoup de viols encore aujourd'hui. Les familles ne veulent pas en parler parce que ça a des conséquences sur la fille, sur sa vie future, sur peut-être même sa vie d'épouse après et tout. Donc, vous voyez, les gens ne parlent pas. Et entre les données que nous avons sur le nombre de viols au Sénégal et ce qui existe réellement, là aussi, il y a un gap, il y a un fossé. Un oncle qui avait violé sa nièce de 6 ans. Alors vous voyez comment ça peut... Non, vous savez, quelquefois on se pose la question, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a? Alors beaucoup de gens disent non, ils sont pas... Et ça a été... Ils l'ont pas fait exprès, ou bien Tayumako, la réponse qu'on vous donne souvent, Tayumako, c'est année. C'est incroyable. Vous savez, quand on a eu ce fameux problème avec le professeur Songué qui disait que c'était un peu, qui faisait en quelque sorte l'apologie du viol, en disant que c'était une fille qui provoquait. Il y a eu récemment, je pense que ce n'est pas encore terminé, parce que c'était en train d'aller dans les régions au niveau du musée de la femme, une exposition qui avait été faite qui s'appelait « T'étais habillée comment ?» C'était d'ailleurs une bonne réponse aux déclarations qu'il avait eu à faire. T'étais habillée comment? Et ce qui s'est passé, c'est que quand vous voyez les images des femmes, je dirais même pas des femmes, des filles et des petites filles qui ont été violées, ça vous donne un choc de poule. Vous voyez des petites filles avec un pantalon, un t-shirt, 6 ans, violées par son grand frère, une autre par son père, avec des pantalons, avec peut-être des robes qui vont au-dessus du genou, violées, simplement parce qu'elles étaient habillées comme ça. Alors, moi, vous savez, je dis que ce n'est pas une maladie, c'est de la perversion pure et simple. Mais non, moi j'applique la loi. Je ne suis pas guidée par... je suis choquée en tant que femme, mais par rapport aux faits, parce qu'on juge des faits, par rapport aux faits qui ont été commis, si le viol
est prouvé, s'il est démontré, s'il n'y a pas de si vraiment c'est un manque de consentement, parce que le viol c'est pas, on ne discute pas, hein, c'est non, c'est non. Et si vous allez au-delà de ce non-là, vous commettez un viol. Et j'applique la loi dans toute sa rigueur. Lorsqu'il s'agit d'une mineure, je mets le maximum de la peine. Et sans état d'âme. Et c'est pas parce que je suis une femme que je suis... Non, et je suis choquée, mais j'applique ce que la loi prévoit.